Guy de Maupassant. L'enfant, 24 juillet 1882. Après avoir longtemps juré qu'il ne se marierait jamais, Jacques Bourdilière avait soudain changé d'avis. Cela était arrivé brusquement, un été, au bain de mer. Un matin, comme il était étendu sur le sable, tout occupé à regarder les femmes sortir de l'eau, un petit pied l'avait frappé par sa gentillesse et sa mignardise. Ayant levé les yeux plus haut, toute la personne le séduisit. De toute cette personne, il ne voyait d'ailleurs que les chevilles et la tête, émergeant d'un peignoir de flanelle blanche, clos avec soin. On le disait sensuel et viveur. C'est donc par la seule grâce de la forme qu'il fut capté d'abord. Puis il fut retenu par le charme d'un doux esprit de jeune fille, simple et bon, frais comme les joues et les lèvres. Présenté à la famille, il plut, et il devint bientôt fou d'amour. Quand il apercevait Berthe Lany de loin, sur la longue plage de sable jaune, il frémissait jusqu'aux cheveux. Près d'elle, il devenait muet, incapable de rien dire et même de penser, avec une espèce de bouillonnement dans le cœur, de bourdonnement dans l'oreille, d'effarement dans l'esprit. Était-ce donc de l'amour, cela? Il ne le savait pas, ni comprenait rien, mais demeurait en tout cas bien décidé à faire sa femme de cet enfant. Les parents hésitèrent longtemps, retenus par la mauvaise réputation du jeune homme. Il avait une maîtresse, disait-on, une vieille maîtresse, une ancienne et forte liaison, une de ces chaînes qu'on croit rompues et qui tiennent toujours. Outre cela, il aimait, pendant des périodes plus ou moins longues, toutes les femmes qui passaient à portée de ses lèvres. Alors, il se rangea, sans consentir même à revoir une seule fois celle avec qui il avait vécu longtemps. Un ami régla la pension de la dame, assura son existence. Jacques paya, mais ne voulut pas entendre parler d'elle, prétendant désormais ignorer jusqu'à son nom. Elle écrivit des lettres sans qu'il les ouvrît. Chaque semaine, il reconnaissait l'écriture maladroite de l'abandonnée. Et, chaque semaine, une colère plus grande lui venait contre elle, et il déchirait brusquement l'enveloppe et le papier, sans ouvrir, sans lire une ligne, une seule ligne, sachant d'avance les reproches, les plaintes contenues là-dedans. Comme on ne croyait guère à sa persévérance, on fit durer l'épreuve tout l'hiver, et c'est seulement au printemps que sa demande fut agréée. Le mariage eut lieu à Paris dans les premiers jours de mai. Il était décidé qu'il ne ferait point le classique voyage de noces. Après un petit bal, une sauterie de jeune cousine qui ne se prolongerait point au-delà de 11 heures, pour ne pas éterniser les fatigues de cette journée de cérémonie, les jeunes époux devaient passer leur première nuit commune dans la maison familiale, puis partir seuls le lendemain matin pour la plage, chère à leur cœur, où ils s'étaient connus et aimés. La nuit était venue. On dansait dans le grand salon. Ils s'étaient retirés tous les deux dans un petit boudoir japonais, tendu de soies éclatantes, à peine éclairé ce soir-là par les rayons alanguis d'une grosse lanterne de couleur, pendue au plafond comme un œuf énorme. La fenêtre entr'ouverte laissait entrer parfois des souffles frais du dehors, des caresses d'air qui passaient sur les visages, car la soirée était tiède et calme, pleine d'odeurs de printemps. Il ne disait rien.
Ils se tenaient les mains en se les pressant parfois de toute leur force. Elle demeurait, les yeux vagues, un peu éperdue par ce grand changement dans sa vie, mais souriante, remuée, prête à pleurer, souvent prête aussi à défaillir de joie, croyant le monde entier changé par ce qui lui arrivait, inquiète sans savoir de quoi, et sentant tout son corps, toute son âme, envahie d'une indéfinissable et délicieuse lassitude. Lui la regardait obstinément, souriant d'un sourire fixe. Il voulait parler, ne trouvait rien et restait là, mettant toute son ardeur en dépression de main. De temps en temps, il murmurait « Berthe » et chaque fois, elle levait les yeux sur lui d'un mouvement doux et tendre. Il se contemplait une seconde, puis son regard à elle, pénétré et fasciné par son regard à lui, retombait. Il ne découvrait aucune pensée à échanger. On les laissait seuls, mais parfois un couple de danseurs jetait sur eux en passant un coup d'œil furtif, comme s'il eût été témoin discret et confident d'un mystère. Une porte de côté s'ouvrit. Un domestique entra, tenant sur un plateau une lettre pressée qu'un commissionnaire venait d'apporter. Jacques prit en tremblant ce papier, saisi d'une peur vague et soudaine, la peur mystérieuse des brusques malheurs. Il regarda longtemps l'enveloppe, dont il ne connaissait point l'écriture, n'osant pas l'ouvrir, désirant follement ne pas lire, ne pas savoir, mettre en poche cela et se dire « À demain, demain, je serai loin, peu m'importe. » Mais sur un coin, 2 grands mots soulignés, très urgents, le retenaient et l'épouvantaient. Il demanda « Vous permettez, mon ami ?» déchira la feuille collée et lut. Il lut le papier, pâlissant affreusement, le parcourut d'un coup, et lentement sembla l'épeler. Toute sa face était bouleversée. Il balbutia. « Ma chère petite, c'est mon meilleur ami à qui il arrive un très grand malheur. Il a besoin de moi tout de suite, pour une affaire de vie ou de mort. Me permettez-vous de m'absenter 20 minutes? Je reviens aussitôt. » Elle bégaya, tremblante, effarée. « Allez, mon ami !» n'étant pas encore assez sa femme pour oser l'interroger, pour exiger savoir. Et il disparut. Elle resta seule, écoutant danser dans le salon voisin. Il avait pris un chapeau, le premier trouvé, un pardessus quelconque, et il descendit en courant l'escalier. Au moment de sauter dans la rue, il s'arrêta encore sous le bec de gaz du vestibule et relut la lettre. Voici ce qu'elle disait. « Monsieur, une fille Ravet, votre ancienne maîtresse, paraît-il, vient d'accoucher d'un enfant qu'elle prétend être à vous. La mère va mourir et implore votre visite. Je prends la liberté de vous écrire et de vous demander si vous pouvez accorder ce dernier entretien à cette femme, qui semble être très malheureuse et digne de pitié. Votre serviteur, Docteur Bonnard. » Quand il pénétra dans la chambre de la mourante, elle agonisait déjà. Il ne la reconnut pas d'abord. Le médecin et 2 gardes la soignaient, et partout à terre traînaient des seaux pleins de glace et des linges pleins de sang. L'eau répandue inondait le parquet. 2 bougies brûlaient sur un meuble. Derrière le lit, dans un petit berceau d'osier, l'enfant criait. Et à chacun de ses vagissements, la mère, torturée, essayait un mouvement, grelottante sous les compresses gelées. Elle saignait, blessée à mort, tuée par cette naissance. Toute sa vie coulait. Et malgré la glace, malgré les soins, l'invincible hémorragie continuait, précipitait son heure dernière. Elle reconnut Jacques et voulut lever les bras. Elle ne put pas tant ils étaient faibles. Mais sur ses joues livides,
des larmes commencèrent à glisser. Il s'abattit à genoux près du lit, saisit une main pendante et la baisa frénétiquement. Puis, peu à peu, il s'approcha tout près du maigre visage qui tressaillait à son contact. Une des gardes, debout, une bougie à la main, les éclairait. Et le médecin, s'étant reculé, regardait du fond de la chambre. Alors, d'une voix lointaine, en haletant, elle dit « Je vais mourir, mon chéri. Promets-moi de rester jusqu'à la fin. Oh, ne me quitte pas maintenant, ne me quitte pas au dernier moment. » Il la baisait au front, dans ses cheveux, en sanglotant. Il murmura « Sois tranquille, je vais rester. » Elle fut quelques minutes avant de pouvoir parler encore, tant elle était oppressée et défaillante. Elle reprit « C'est à toi, le petit. Je te le jure devant Dieu. Je te le jure sur mon âme. Je te le jure au moment de mourir. Je n'ai pas aimé d'autre homme que toi. Promets-moi de ne pas l'abandonner. » Il essayait de prendre encore dans ses bras ce misérable corps déchiré, vidé de sang. Il balbutia, affolé de remords et de chagrin. « Je te le jure, je l'élèverai et je l'aimerai. Il ne me quittera pas. » Alors elle tenta d'embrasser Jacques. Impuissante à lever sa tête épuisée, elle tendait ses lèvres blanches dans un appel de baiser. Il approcha sa bouche pour cueillir cette lamentable et suppliante caresse. Un peu calmée, elle murmura tout bas « Apporte-le, que je vois si tu l'aimes. » Et il alla chercher l'enfant. Il le posa doucement sur le lit entre eux, et le petit être cessa de pleurer. Elle murmura « Ne bouge plus. » Et il ne remua plus. Il resta là, tenant en sa main brûlante cette main que secouaient des frissons d'agonie, comme il avait tenu tout à l'heure une autre main que crispaient des frissons d'amour. De temps en temps, il regardait l'heure, d'un coup d'œil furtif, guettant l'aiguille qui passait minuit, puis 1 heure, puis 2 heures. Le médecin s'était retiré. Les 2 gardes, après avoir rôdé quelque temps d'un pas léger par la chambre, sommeillaient maintenant sur des chaises. L'enfant dormait, et la mère, les yeux fermés, semblait se reposer aussi. Tout à coup, comme le jour blafard filtrait entre les rideaux croisés, elle tendit ses bras, d'un mouvement si brusque et si violent, qu'elle faillit jeter à terre son enfant. Un espèce de râle se glissa dans sa gorge, puis elle demeura sur le dos, immobile, morte. Les gardes accourus déclarèrent « C'est fini ». Il regarda une dernière fois cette femme qu'il avait aimée, puis la pendule qui marquait 4 heures, et s'enfuit, oubliant son pardessus, en habit noir, avec l'enfant dans ses bras. Après qu'il l'eut laissé seul, sa jeune femme avait attendu, assez calme d'abord, dans le petit boudoir japonais. Puis, ne le voyant point reparaître, elle était rentrée dans le salon, d'un air indifférent et tranquille, mais inquiète horriblement. Sa mère, l'apercevant seule, avait demandé « Où donc est ton mari ?» Elle avait répondu « Dans sa chambre, il va revenir. » Au bout d'1 heure, comme tout le monde l'interrogeait, elle avoua la lettre et la figure bouleversée de Jacques et ses craintes d'un malheur. On attendit encore. Les invités partirent. Seuls les parents les plus proches demeuraient. À minuit, on coucha la mariée, toute secouée de sanglots. Sa mère et 2 tantes, assises autour du lit, l'écoutaient pleurer, muettes et désolées. Le père était parti chez le commissaire de police pour chercher des renseignements. À 5 heures, un bruit léger glissa dans le corridor. Une porte s'ouvrit et se ferma doucement. Puis, soudain, un petit cri, pareil à un miaulement de chat, courut dans la maison silencieuse. Toutes les femmes furent debout d'un bond, et Berthe, la première, s'élança malgré sa mère et ses tantes, enveloppées de son peignoir de nuit.
Jacques, debout au milieu de sa chambre, livide, haletant, tenait un enfant dans ses bras. Les 4 femmes le regardèrent, effarées. Mais Berthe, devenue soudain téméraire, le cœur crispé d'angoisse, courut à lui. « Qu'y a-t-il, dites, qu'y a-t-il » Il avait l'air fou. Il répondit d'une voix saccadée « Il y a, que j'ai un enfant et que la mère vient de mourir. » Et il présentait dans ses mains inhabiles le marmot hurlant. Berthe, sans dire un mot, saisit l'enfant, l'embrassa, l'étreignant contre elle. Puis, relevant sur son mari ses yeux pleins de larmes. « La mère est morte, dites-vous » Il répondit « Oui, tout de suite, dans mes bras. J'avais rompu depuis l'été. Je ne savais rien, moi. C'est le médecin qui m'a fait venir. » Alors, Berthe murmura « Eh bien, nous l'élèverons, ce petit. »